Après le second épisode, il fut décidé que la maison de Kev deviendrait le quartier général, où sera tenté tant bien que mal d'écrire les prochaines émissions. Ben ça fait plaisir. Bon, ça va servir toi et moi qu'on cherche des idées pour ton émission toute pourrie là. Ouais, j'essaie d'écrire un script, mais là, en fait, j'arrive juste à écrire des blagues. Des blagues? Alors qu'on a même pas encore d'idée d'épisode? Tu n'essaierais pas de vendre la charrue avant que ne casse la couche de l'hôpital là? Quoi? J'ai rien invité à ce que tu viens de dire. Tu veux dire vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Bah non. Mettre la charrue avant les bœufs? Mais non plus, mais t'es vraiment nul en proverbe ou quoi? Ça, par contre, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Quoi qu'il en soit, t'as encore géré ça comme un chef. Tu nous embarques dans un projet sans aucune vision à moyen terme. Il me semble que c'est toi qui as demandé à te greffer au projet. Alors à la base, c'était surtout pour m'assurer qu'il n'arrive rien de mal à mon matos. Bref, non, j'ai pas de sujet. T'es content? Il y a tellement d'animés que j'étais persuadé de trouver des sujets en 2-2, bah non. D'ailleurs, Pete, il est où? Il est encore en retard? Ah non, il arrive avant toi là. Il regarde les bêtises de la télé. Une bêtise? Ça va mon grand, je t'emmerde pas trop, tu passes un bon moment? Moi ça va bien. Dis, t'es pas chaud de lever ton cul et de venir nous aider à écrire? J'aimerais bien finir mon épisode d'abord. De... Hell's Paradise. Hell's Paradise est un animé produit en 2023 par MAPPA, qui est un studio surtout connu pour Banana Fish, Chainsaw Man, Dororo et Jujutsu Kaisen. Enfin bref, c'est un studio qui est connu pour nous sortir des animés exceptionnels. Hell's Paradise est à la base un manga de Kaku Yuji, auteur entre autres de Fantasma. Qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé le sujet du prochain épisode. Qu'est-ce que vous faites? On est en train d'écrire le prochain épisode, rapplique! Vite, va falloir que t'ailles à la caméra. C'est bon. Le premier épisode s'ouvre sur un tutoriel sur comment décapsuler un prisonnier. Ça tourne mal. Ouais, Gabimaru le vide. Notre personnage principal est immunisé à la mort. C'est grâce à l'entraînement physique et des techniques de son clan, comme l'indique l'exécutrice qui s'est dit que ce serait une excellente idée de lui lire sa propre biographie. Et la grande surprise, on nous apprend que c'est un ninja. Comme l'indique sa tenue, pas du tout cliché. Et il est inifugé aussi. C'est une technique de son clan, ça? L'insensibilité au feu? Non, mais ils sont obligés de faire un tuto pour chaque exécution? Ah, en vrai, c'est plus ou moins le thème de la série, hein. Quoi? Mais c'est immonde! Et en plus, ils s'en donnent à cœur joie. Ouais, ils ont tout tenté pour le tuer. Le cramer, l'écarteler, le pendre, tout. Mais stop les tutos, là! Enfin bref, il peut pas mourir. C'est pas qu'il veut pas, et il n'a en principe rien contre ça, il pense même que ce serait plutôt juste. Après tout, il a tué beaucoup de personnes pour le taf. Bon, encore un personnage principal sombre et dépressif. Et son surnom, c'est le vide! Franchement, ça aurait été Gabimaru Lord, ça aurait été la même chose. Tu voulais faire un lien avec Blatt? Je vous défends de relier cette pépite à votre merdouille de la dernière fois. Et donc ce qui le maintient en vie est une résolution à toute épreuve, lui faisant utiliser ses apprentissages par réflexe. C'est intéressant qu'on nous montre dès le début qu'il est bien plus résilient qu'un humain lambda. Ça aidera à justifier plus tard le cliché du héros increvable. Après que Sagiri Laburo ait tenté de le cuisiner au feu de bois ou de le couper en dés, Gabimaru lui révèle une partie de son passé. Dans son village ninja assassin, Gabimaru est marié à la fille du chef. Une femme beaucoup trop saine pour lui. Un jour, il décide de partir, mais plutôt que de le faire en cachette, notre héros super intelligent demande la permission à son beau-père. Contre toute attente, son beau-père accepte, mais en échange qu'il accomplisse une dernière mission pour lui, un peu comme pour John Wick. Sûr, c'est un piège. Carrément. Bah, on sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai fini par réaliser que c'était un piège. Bon, d'accord, c'était un poil convenu, mais fais pas confiance, tout n'est pas cliché dans cette œuvre. Et là, un random théorise que si les membres de ce clan sont immortels, c'est parce qu'ils ont bu l'élixir de vie. Je te barre 100 balles que c'est le MacGuffin. Je vais même pas essayer de te mentir. Et là, dans une dernière tentative de lui fumer sa race façon kebab une fois pour toutes, Sagiri se lance dans un duel contre Gabimaru, qui se rend compte qu'elle est bien assez forte pour le tuer. Mais c'était un test, car elle souhaite savoir ce qui le maintient en vie. La réponse est de vouloir revoir son épouse qui était beaucoup trop saine d'esprit pour lui. Épouse qui l'a convaincu de mettre fin à sa carrière d'assassin pour élever les lamas avec elle. Eh mais c'est moi ou la brûlure sur son visage, on dirait une... Oui, on sait. Ne finis pas cette blague. Son père lui a tagué ça un soir où il avait trop bu. Bite. Sagiri, en mauvaise posture, sera alors sa carte maîtresse, le mandat de grâce, garantissant à Gabimaru l'effacement de son casier, la protection du shogunat, s'il accepte d'aller chercher le MacGuffin sur l'île divine. Terra nullius d'opulence, de papillons et de petits oiseaux. Un endroit magnifique mais où personne n'est jamais revenu en vie. Attends une minute. Si personne n'en est jamais revenu, comment ils peuvent avoir des infos sur l'écosystème? Le deuxième épisode se résume assez vite. Gabimaru se retrouve sur une plage avec 36 autres condamnés et une tripotée de bourreaux.
Le shogun leur donne les consignes. Celui qui reviendra de l'île machin truc avec le fruit qui ressemble vaguement à une mandarine permettant de créer l'élixir sera gracié. Les officiers montrent ensuite que les gens qui s'aventurent sur l'île des plaisirs finissent en bac de géranium. Les condamnés seront tous accompagnés d'un bourreau. Non mais attends, il y a carrément trop de condamnés à mort par rapport au bourreau. Tu sais très bien ce qui va se passer. Ah, c'est vraiment dégueulasse. En fait, ils auraient juste pu en choisir 10 sur base de leurs compétences et les tester, comme ils ont fait pour Gabimaru. Un cut et squalala, nous sommes partis. À peine arrivés sur l'île des merveilles, c'est exactement comme indiqué par les personnes qui ne sont jamais revenues en vie. Oui, je sais, techniquement, le bac de géranium est revenu vivant, mais pas certain qu'il ait pu parler. Quand soudain... Pas abuser. Bah ouais, un seul sera gracié, donc inévitable que ça tourne en jeu de la mort. Oh non, pas ça. Pas quoi? Pas un jeu de la mort. Pourquoi pas? J'en ai vu plein, il n'y en a jamais aucun qui était bien. Gabimaru se fait attaquer par Keiyun le Tordu, un ancien moine qui a viré Cocodingo loco. Tout ça pour finir comme pique pirate. Non mais regardez-moi ça, à peine arrivé c'est déjà le foutoir, c'est une classe de secpa les mecs. Aucun ne sait se tenir, ils s'entrebastonnent, tentent de séduire leur bourreau, il y en a même un qui a buté le sien. D'ailleurs l'enjeu il est double, car la carotte pour le condamné c'est la grâce du shogun. Mais pour le bourreau ce serait de devenir le chef du clan Asaemon. Le quoi? Ah merde, on a oublié de l'aborder. Bon en gros ils font tous partie d'une famille de super exécuteurs. Avec une cape et tout? Non. Et le but caché c'est de trouver le nouveau chef de la famille. Cool. Sans déconner, on dirait la classe de Sister Act 2. Même Gabimaru, il est intenable. Parce qu'il décide de tuer Sagiri parce que, d'après lui, elle va le ralentir. Mais il est incapable d'aller jusqu'au bout parce qu'il découvre qu'il peut éprouver de la compassion. Mais qu'est-ce qu'il est cliché, ce type? Après une réconciliation mielleuse de nos deux héros, on nous présente un autre condamné surnommé le Dragon Pourfendeur, accompagné d'un bourreau. Il découvre à leurs dépens que les arthropodes présents sur l'île ont des caractéristiques humaines. Le condamné se fait piquer à la main par un papillon qui a le visage du pot de cupidité, et se tranche la main pour éviter de finir en pot pourri. Puis on découvre... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je reconnais. C'est mon dernier rêve fiévreux. Gabimaru et Sagiri se retrouvent face à un monstre mi-homme mi-mérou, qui est une menace pour notre héros passé indestructible puisqu'il peut le blesser. Pendant ce temps-là, ils se font encercler par des monstres mix entre des titans de SNK et le Beherit. Heureusement, Gabimaru est turbo méga trop fort de la mort et les dégomme tous grâce à ses capacités de ninja pyromane. Depuis le début, j'ai l'impression que vous vous foutez de la gueule de Gabimaru. À la fin de cette rixe, 3 nouveaux personnages intègrent l'équipe. Yuzuriha, une ninja, Genji, un bourreau qui a la tronche d'un gars qui meurt rapidement, et Senta qui a la tête du personnage qu'on trouve chiant tout du long, mais qui clame son héros à la fin. Ce dernier nous apprend quelque chose d'intéressant. Les monstres sont tous des références à des divinités bouddhistes et taoïstes, et l'air de rien, ça apporte une certaine dimension culturelle à l'œuvre. Ouais bon, enfin on est plus sur une œuvre très iconoclaste, j'ai l'impression. Par contre, Sagiri, elle sert à quoi depuis le début? Elle se pose exactement la même question. Maintenant que j'y pense, à quoi ai-je servi depuis qu'on est arrivé sur l'île? Et tout ça pourquoi? Pourquoi suis-je aussi impuissante? Matez-moi ça, elle est tellement nulle qu'elle s'en évanouit. Sans transition, on découvre Thomas, un bourreau qui a rejoint le clan dans le but de sauver son frère Bakugo, enfin je veux dire Chobei. Les deux se retrouvent en binôme sur l'île de la Tentation, et eux aussi font face à une tripotée de titans Bouddha. Mais Chobei est capable de s'adapter à tous ses ennemis, et il les défonce. On a droit à quelques flashbacks sympas entre les deux frères, montrant la proximité entre eux. Dans la foulée, on découvre un autre groupe de personnages. Oui, encore un. Composé de Tenza, un jeune bourreau plein de bonne volonté, et Norugai, un gosse. Les deux étant les seuls à avoir eu l'idée de ne pas débarquer sur l'île de Lost. Et honnêtement, ça me semble être le meilleur plan pour rester en vie. Ouais, c'est dommage que Tenza a un énorme desflag sur la tronche. Eh ben, tu ne crois pas si bien dire. Eh, mais tu spoil là! Ouais, c'est pas cool, Pete. Non mais le concept de l'émission, c'est littéralement de spoiler des trucs. C'est vraiment le camembert qui dit Roquefort qui dit plus. Non mais Pete, tu dis n'importe quoi. Un fromage à pas le bouche, ça peut pas parler. Ah, putain. Bah quoi, j'ai raison, non? C'est toi. Le Death Flag et l'enfant arrivent à bon port, mais il s'avère que tous les bateaux se sont fait titaniquer, et les responsables décident que leur embarcation doit finir en Hollande des volants. On apprend que Norugai vient d'un village d'irréductibles gaulois réduit à néant par sa faute. Et que c'est en prison qu'elle a rencontré le Death Flag. On découvre à quel point Tenza est le best boy dans cette histoire, ce qui donne l'information que sa mort sera vraiment gore. L'enfant nous partage une information importante. Les courants marins autour de l'île sont particuliers, attirant inexorablement tout objet flottant vers les rives. Ah, et aussi c'est une fille. Ça devrait pas être très important, mais... Petite minute sexiste. Tu seras toujours une femme. Tu dois perpétuer la lignée des Yamada. C'est pas juste, Sagiri s'est fait brimer par tout son clan uniquement parce que c'est une femme. Ouais, c'est bien de dénoncer le sexisme, mais par contre l'animé la montre uniquement quand demoiselle en détresse. Ça fait que confirmer leur dire. Au moins on a le plaisir de voir ce gros con se faire agla en un coup de paume par le géant qui pue. Ouais, pour le contexte, le géant qui pue, c'est le type qui a buté son bourreau. Mais heureusement, Gabimaru arrive pour sauver la situation. Et après une rapide rédemption du gros con, Sagiri décide qu'il est temps d'agir et fonce aider Gabimaru. Le truc, c'est que le géant qui pue, il est vraiment trop résilient pour eux. Alors la petite troupe ne trouve qu'une seule solution, utiliser la physique.
En gros, foutre le feu aux arbres tout autour de lui, le géant qui pue étant pile à la bonne hauteur pour se prendre tout le CO2 dans la mouille, et ensuite il tombera KO d'une crise d'asthme. Et hop, il est à bonne hauteur pour se faire sauter le cigare par sa guérie. Et pour la sortie de forêt, ils vont gérer ça comment? En vrai, vu la faune locale, je pense que le mieux c'est de tout laisser cramer tranquillement. Ouais, pas faux. Il trouve ensuite un petit village abandonné plein de brume, que je vais appeler Silent May à partir de maintenant. Et sans transition, les deux frères tombent sur deux personnes qui semblent très très proches, et qui visiblement peuvent changer de genre à volonté. Ah cool, enfin un peu de représentation queer. Ouais, après ici, les gender fluids ne sont pas vraiment des alliés, donc paye ta représentation. Bon, de retour à Silent May, le petit groupe semble avoir trouvé la seule habitante du village. Une petite fille aux cheveux roses, que je vais appeler Pipi. Mais même pas le temps de lui demander comment elle s'appelle réellement, que Groot les attaque. Bon, ils en font du petit bois et rattrapent la gamine, qui semble participer à un tout autre genre d'animé. La petite sauvée d'un nombre incalculable de séances chez le psy, le groupe se reforme. Et en fait, Groot était gentil depuis le début. Et en plus, il est cool. Il les guide vers sa maison dans le village. Et pour un village délabré, ils ont un méga bain public, c'est vraiment pas mal. Il les invite même à manger, alors qu'il y a moins d'une heure, ses invités étaient en train de lui couper le tronc. Et il leur donne des infos concernant l'élixir. En gros, pour choper la mandarine magique, il faut aller au centre de l'île. Sauf que c'est le repère des éternels, notamment les libidineux que les deux frères ont dû affronter plus tôt. Ouais, d'ailleurs, les deux frères se sont fait défoncer. Et ils ont été envoyés bouler dans un trou. Dites, vous avez bien prévenu Veg quand on a un épisode sur Hell's Paradise? Oh putain, ouais, t'as raison. Allô, Veg? Ouais, on est en train de tourner un épisode sur Hell's Paradise. On a l'épisode 8. Mais là, on va faire une pause, ça te laisse un peu de temps pour rattraper. One eternity later. Je pioche. Pour 2 manas rouges. T'en m'appelles. Ouais, Veg? Ouais, tu serais chaud de prendre le relais pour le reste du résumé de la saison? Allez, ça me fait plaisir. L'épisode 8 s'ouvre sur un flashback de Tenza, qui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, a un death flag sur la gueule. Il était pauvre et forcé de voler pour vivre, et au cours d'une rixe, il rencontra un bourreau aveugle du nom de Shion. Et après l'opening, on le retrouve sur la plage avec Norugai. Ils discutent survie, lorsqu'un immortel qui a un air de Mylène Farmer pop dans l'eau, juste à côté d'eux, et malaxe Tenza. Enfin, dans un premier temps, car il se relève et transforme Mylène en apéricube, avant de fuir pour éviter le destin qu'on lui devine tous. Mais pas de bol, Mylène va à 300 km/h et le rattrape. Je me permets donc de la baptiser Mylatrain. Donc Mylatrain les rattrape et coup de bol, Shion les sauve, qui on rappelle est le professeur de Tenza. Bon, par contre, tout ça pour s'arrêter 30 mètres plus loin pour débattre de si oui ou non Shion doit buter l'enfant. J'ai l'impression que cette perte de temps va coûter cher. Et ben voilà, Mylatrain l'a rattrapé. Elle donne un coup dans la glotte à Shion, et Tenza se dit alors « Je pratique la MMA depuis maintenant 6 ans, de la boxe en parallèle depuis 7 ans, faut pas me faire chier moi, ainsi que la musculation depuis 4 ans, 1m87 pour 86 kg. J'ai une vitesse de fou et des réflexes identiques à ma vitesse. J'ai juste à l'attendre qu'il me charge, l'esquiver et lui donner des bonnes patates dans la tête. Je le lâcherai pas, à la moindre erreur, l'immortel est fini. T'auras toujours des puceaux d'ici pour penser que c'est impossible. Déjà de 1, rien n'est impossible avec de la volonté déjà les amis, et de 2, c'est pas avec votre corps de lâche que vous allez faire quoi que ce soit. N'importe quel homme un minimum entraîné peut vaincre un immortel avec un sabre déjà. À main nue, c'est pas forcément plus compliqué, ça demande juste de la technique. Qu'est-ce que j'avais dit? Bon, malgré ça, il tient bon, et il se la donne de mano à mano avec Mylatrain, dans le but d'offrir une opportunité de fuite à Shion et Norugai. On rappellera que s'ils ne s'étaient jamais arrêtés avant comme des cons, tout le monde serait encore en vie. Après ça, on a droit à d'autres scènes de bain, cette fois-ci avec la pipi pas low cost. Qu'est-ce que tu fous? Rentre tout de suite! Senta profite d'avoir un peu de temps où il peut être développé pour exprimer à Gabimaru ses craintes, et souhaite de faire un maximum de recherches avant qu'ils aillent se jeter dans la gueule du loup comme des cons. Évidemment, Gabimaru fait semblant d'écouter, puis se barre dès lors qu'il a le dos tourné. Il s'enfonce dans une forêt qui semble être le 2e giron du 7e cercle des enfers. Et pas de bol, il tombe sur Mylatrain, et d'ailleurs à ce moment-là, Gabimaru comprend qu'il y a un lien entre les humains transformés en Promo-Jardiland et la production d'élixir. Combat très bien animé, au cours duquel Gabimaru découvre que le bas du ventre est le point faible des immortels et lui met une misère monstre. Mais comme tout bon boss, Mylatrain a une deuxième phase, et se transforme en créature de Bloodborne. Ou alors il s'est transformé en ligne EDF. Gabimaru prend ce qu'il mérite, perdu pour perdu, il nous propose une revisite du sacrifice de Vegeta contre Boo. Assez fidèle parce que là aussi cela n'a aucun effet. Heureusement, Pipi, qui s'appelle en fait Mei, arrive juste à temps pour sauver Gabimaru, et cut de suspense pour passer à l'équipe B qui part à leur recherche. Groot apprend au groupe qu'il y a 7 immortels, donc en principe 7 boss à buter.
Excellente transition pour nous présenter les 7 qui participent à une réunion du personnel. Et d'ailleurs, Mila Train se fait punir pour avoir un peu foiré son combat contre Gabimaru. Eh, mais il est vraiment abusé. Ouais, on devrait l'appeler Gabi Marisu. L'épisode 10 commence par une réunion entre Mei, Gabimaru, le dragon machin-truc et son bourreau. Les deux condamnés se menacent, mais heureusement le bourreau, qui ressemble vaguement à Zenitsu, intervient et calme le groupe. Il décide alors d'une alliance. Eh, mais Pipi, elle a grandi. Je change son surnom en Sakura. Gabi... Maru... Eh mais waouh, elle arrive même à parler. Et elle explique d'ailleurs que l'énergie des immortels vient du Tao, et que leur noyau d'énergie, enfin de Tao, se trouve en bas de l'abdomen. Globalement, le Tao, c'est le ki, le chakra, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et hop, retour sur le groupe de Shion et Nurugai. Ah, j'en ai marre, il y a trop de groupes et trop de transitions entre les groupes. Imagine devoir suivre ça semaine après semaine. Ouais, surtout que parfois il faut attendre 4 épisodes avant d'avoir la suite des aventures de l'un d'entre eux. Encore. Ça fait beaucoup. Non mais calmos, hein, ça vous a pas du tout autant dérangé dans Makano, il me semble. Pourtant c'était vachement plus décousu. Ah si, c'était carrément plus clair. Shion donne un rapide cours à Nurugai quand ils se font attaquer par du mob de base, et il se sert des vagues d'ennemis comme travaux pratiques. On va encore me dire que je râle, mais... Encore une nouvelle transition sur un autre groupe. Cette fois-ci, les deux frères sont en train de sortir de leur trou, et se font cueillir par un moine sacré que je vais appeler Gueule d'Argile. Attends, c'était pas des dieux du foyer? Non. Tu as 4 types de mobs. Les insectes, qui sont le menu fretin, les dieux du foyer, qui sont des mobs avancés, les moines sacrés, qui sont des mini-boss, et les immortels, qui sont des boss de niveau. Gueule d'Argile défonce la gorge de Chobei. Mais miracle, elle se régénère et Chobei contre-attaque. Son séjour dans le trou l'a rendu sensible à la force, enfin, au Tao. Et il s'en sert pour tuer Gueule d'Argile. Ok, on saute au groupe de Gabi Marisu ou un moine sacré avec une tronche de... Je sais pas ce que c'est. Je vais appeler ça un Cramlock. Donc le Cramlock attrape Mei et lui dit qu'il la cherche depuis tard l'époque. C'était assez évident que c'était une sorte d'immortel. Ouais, vu que tous les êtres qui semblent humains sur cette île en sont. Gabi Marisu la sauve et un autre moine avec une tronche de mythe se pointe. Lui, ce sera Killer Moth. Commence alors un combat en 2v2. Ils expliquent qu'ils ont besoin de Mei comme partenaire de tantrisme afin de buffer leur Tao. Attends, un partenaire de quoi? Pour être plus clair, il s'agit de rapports sexuels. Attends. Mei, c'est... Pour ton bien, ne finis pas cette phrase. Contente-toi de doubler ce que Cramlock a dit. Bon sang, mais il continue en plus. Bande de détraqués, vous me filez la nausée. Mei débloque le potentiel caché de Gabi Marisu Namek Style, et il défonce les deux mid-boss façon Mortal Kombat. Fatality. Et encore un passage à un autre groupe. Celui de Yuzuriya qui arrive en Horai guidé par Groot. Ah ouais, on a oublié de préciser, mais Horai, c'est le palais, château, domaine, sanctuaire, enfin bref, c'est la maison des dieux, quoi. À peine nos héros sont-ils arrivés qu'un immortel aux cheveux rouges apparaît et décapsule Groot. Par contre, il nous donne une information intéressante. En gros, la plupart des choses que racontait Groot étaient fausses. Ce sont les éternels eux-mêmes qui véhiculent ces légendes afin de manipuler la population. En vrai, c'est plus des scientifiques qui font des expériences que des divinités. Et ils nous présentent les Jiangxi qui sont des larbins faits à base d'humains échoués sur l'île. Oh, aussi, ils nous annoncent que l'élixir, le fruit et tout, c'est des fake news. Il y a bien le Tan, qui est un liquide qui permet aux immortels de rester en vie, mais si un humain en consomme, eh ben il va se transformer en meuble qui a mal monté. Yuzuriya, qui est une ninja tout comme Gabimaru, semble montrer une maîtrise de base du Tao. Elle engage le combat contre l'immortel aux cheveux rouges, jusqu'à ce que Senta décide d'accomplir son devoir de bouclier humain. Enfin, Yuzuriya expose une partie de ses techniques. En gros, elle peut ingérer des liquides, puis après elle sue un concentré de ce qu'elle boit, sous forme d'un mucus qu'elle peut modeler. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Et tous dégueulis pourquoi? Pour que Chi, parce que ça a servi à rien. À part donner des nausées à Kev, ça a servi à Walou. Parce que Yuzuriya et Senta, après, ils se font masser par l'immortel. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Pendant ce temps-là, Sagiri utilise son Tao en respirant comme dans Demon Slayer, et nous explique pour la 3e fois que leur point faible est au niveau de la taille. Au cas où on aurait oublié, j'imagine, je sais pas. Bah ouais, le souci d'avoir 4-5 groupes différents qui font face exactement aux mêmes difficultés, bah c'est d'avoir 4-5 fois la même explication. Sagiri, Yuzuriya et Senta se font un petit 3-20 contre l'immortel, et à force de travail, ils finissent par lui faire sa fête. Le Tao semble d'ailleurs blesser son utilisateur. Et il finit KO en position Rekum. Après le combat, nos personnages discutent un peu, et Senta laisse entendre qu'il a des sentiments pour Yuzuriya. Puis vient son flashback, et malheureusement, on sait ce que ça implique un flashback quand on est un personnage animé. Mais l'immortel faisait exprès de dire qu'il était mort. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Et tente une attaque sournoise sur Yuzuriya. Senta se propulse pour la sauver et se prend l'attaque en plein dans le buffet. Et Senta finit en boucle garnie pendant que l'immortel entame sa phase 2. Ouah, vise-moi cet engin, il est encore plus dégueulasse que le précédent. Ah ouais, c'est chaud. Bah franchement, si ça vous impressionne, dis jamais Berserk, hein. Moi je les trouve poétiques. Et moi je trouve que t'as un gros problème. Mais heureusement, Shion arrive pour leur sauver la mise. Et en vrai, son combat il se passe vraiment pas trop mal, même s'il se fait vite piquer par l'immortel phase 2 et commence à germer.
Mais le groupe a un plan, se recouvrir du mucus de Yuzuria afin d'être trop visqueux pour que les iguilles de l'immortel ne les pénètrent pas trop facilement. C'est vraiment nécessaire de me lécher? Pas du tout. Et il a ainsi espéré l'approcher assez près que pour trancher ces deux noyaux. Ok, alors là il passe en 4v1, mode combat de raid, Senta qui n'est pas encore complètement mort, explique à Shion où il faut taper car l'immortel est en réalité une plante. Et Senta a passé une partie de sa vie à dessiner des plantes, donc il connaît l'anatomie de ces machins-là. Enfin bref, l'immortel fait un petit discours poétique en disant que Shion est le mélange parfait du yin et du yang. Et puis, coupée, elle est dans la boîte. Finito avocado, rideau. Il meurt en laissant derrière lui un champ de fleurs. Senta aussi finit par décéder. Pas comme Groot qui est toujours en vie alors qu'il n'a plus de corps. Le groupe part looter la maison de l'immortel car tout travail mérite salaire, et fait un point sur les informations qu'on a déjà eues. Une fois de plus. L'animé aime vraiment beaucoup répéter des choses. Et Yuzuria se demande si Gabimaru n'avait pas viré dingo en inventant toute cette histoire d'épouse, de chef ninja immortel et tout le couplet. D'ailleurs, Gabimaru semble avoir définitivement tourné la carte. Il s'est évanoui un peu plus tôt après avoir utilisé trop de Tao, et s'est réveillé dans une grotte, totalement confus, sans aucun souvenir de ce qu'il faisait là. Et la saison se finit sur un épilogue qui annonce l'arrivée d'autres personnages sur l'île. Bon, avant de conclure, et si on parlait des infos techniques ? Ah non, pitié. Pour la réalisatrice, il s'agit de Mikita Kaori. Elle a bossé pour Banana Fish et sur un spin-off de Gambling School. Niveau acteur, pour Gabimaru, c'est Kobayashi Chiaki qui a joué Mash de Mashle ou Stark de Frieren. Pour Sagiri, on a Anamori Yumiri qui a joué Nadeshiko dans Yuru Camp et Ryu dans Gachakuta. Et un petit dernier, Shion, qui est joué par Kobayashi Shikahiro. Oui, il a exactement le même nom de famille que le premier cité. Enfin bref, il est connu pour avoir incarné Legoshi dans Beastars. Niveau OST, c'est composé par Dewa Yoshiaki. Elles sont très sympas et habillent vraiment bien le récit. L'opening est vraiment très chouette et très représentatif de l'ambiance. Le nom de la chanson c'est Work, par Millennium Parade et Shinaringo. Pour l'ending c'est Camille Yote de Yuru. Je trouve honnêtement assez oubliable, même si pas mauvais. En fait c'est juste que l'ending est très classique au final. Alors, du coup j'ai vu l'animé en VF, et donc, Johan Sauver qui joue Gabimaru. Il est connu pour avoir joué Yuri dans Spy Family, mais en vrai il a une filmographie longue comme le bras. Il a même joué dans Premier Baiser. Ensuite, pour Shobei, on a Arthur Pestel qui a joué Edward Elric, mais c'est aussi rustique. Et enfin Mathias Casartelli qui joue Senta. Il a aussi incarné Freddy dans iCarly 2021. Bon je vais conclure. C'est très bien animé, mais a des gros problèmes de narration. Le fait qu'il y ait plusieurs groupes qui vivent les mêmes problématiques fait qu'on est matraqué par les mêmes explications sans cesse, et c'est assez fatigant. À part ça sert à se regarder. Alors globalement je suis assez d'accord avec Kev. Je rajouterais juste que c'est un peu trop edgy pour moi. En vrai si j'avais eu 16 ans j'aurais adoré. Vous êtes vraiment aigris, franchement c'est super joli. L'animation est de bonne qualité, la mise en scène est intéressante. Les personnages sont plutôt bien caractérisés, malgré leur nombre. L'histoire, c'est plutôt mature, sans être trop complexe, et ça propose quelque chose d'assez intéressant et original. Je me permets de partager ma conclusion. Le scénario et l'univers n'ont rien de révolutionnaire, mais l'écriture fait le café. Je trouve la plupart des personnages sympathiques, et je n'ai pas trouvé compliqué ni inintéressant qu'on ait plusieurs groupes de protagonistes qui, à la fin de la saison, ne se sont toujours pas rencontrés. On les voit évoluer à leur rythme, et ils ont tous des personnalités différentes que j'ai hâte de voir interagir. Le héros est certes très fort par rapport au reste du casting, mais la structure du récit fait que ce n'est pas lui qui gère toutes les menaces. Sagiri a de la place pour son développement, et on réalise même après plusieurs épisodes que c'était le premier personnage à s'être réveillé au Tao. C'était aussi appréciable que chacun d'entre eux ont tous des prédispositions différentes et plausibles à ce pouvoir, sans que ça sorte de nulle part. Et tout cela se paye durant le combat final de la saison, qui est un travail d'équipe solide, sans Gabimaru. Bref, j'ai trouvé cette série franchement chouette, et je suis très enthousiaste pour la saison 2. Si vous êtes chaud pour se faire la saison 2. Ouais, je sais pas, l'épisode est déjà assez long comme ça en vrai. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Juste peut-être demander aux gens de s'abonner, de liker, de commenter et tout le couplet quoi. J'ai déjà fait Ledgelord et ou pas. C'est dur ma vie, hein. En vrai, c'est plus ou moins le thème de la série. Putain. Du coup, ça a juste donné Bolblat. Bolblat. Il manquait. Bolblat. Bolblat. Non, je dis méchant cafard, hein.